tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'anatomie physiologie. Je suis Manon Witt, naturopathe, infirmière au bloc opératoire et je propose des vidéos d'anatomie physiologie à toute personne s'intéressant au sujet. Les étudiants naturopathes, les naturopathes, mais aussi tout autre praticien qui souhaite comprendre en profondeur les différents mécanismes biologiques de l'organisme. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des grandes fonctions de l'organisme. Il s'agit de la physiologie du stress. Dans cette vidéo, nous ne parlerons pas des outils de gestion du stress, mais bien du processus de stress en lui-même, de ses différents mécanismes biologiques et des conséquences qui rejaillissent sur l'ensemble de l'organisme au niveau physiologique. Voyons ensemble le sommaire de cette vidéo. Le stress est un processus physiologique d'adaptation déclenché en réaction à un stimulus externe venu perturber l'homéostasie. Pour rappel, l'homéostasie est la capacité de l'organisme à maintenir son équilibre intérieur. Cet équilibre n'est pas statique mais bien dynamique. Il n'est pas fixe mais en constante évolution. Pour comparaison, lorsqu'un funambule marche sur un câble, il parvient à maintenir un équilibre qui n'est pas statique. Mais revenons-en au stress. Cette fonction est physiologique, naturelle et nécessaire à la vie. Elle permet à l'organisme de s'adapter avec justesse, de façon automatique, aux différentes situations du quotidien. Le mot stress est souvent utilisé à mauvais escient. En effet, dans le langage courant, on confond souvent la notion de stress avec celle d'agent stresseur. L'agent stresseur est l'événement externe qui va déclencher la réaction d'adaptation. Le stress est la réaction physiologique en elle-même. Donc, l'agent stresseur déclenche le stress. Pour autant, si la réaction physiologique interne est identique pour tous, la notion de stresseur, elle, est très subjective et propre à chacun. Le stress est un des concepts les plus intégratifs de la biologie. Le processus de stress implique à la fois le système nerveux, le système limbique et le système endocrinien. Les conséquences de l'activation de ces trois systèmes rejaillissent sur l'ensemble des autres systèmes de l'organisme. L'utilité du stress, c'est l'adaptation de l'organisme. La cascade d'événements physiologiques qui en découlent permet à l'organisme de se mettre en état d'alerte, en mode fuir ou combattre, permettant de préserver la survie en cas de réel danger immédiat. L'organisme se met donc au maximum de ses capacités à tous les niveaux qui seront essentiels à la survie, à la fuite, au combat d'une part, et dans le même temps, il met en sommeil toutes les fonctions considérées comme secondaires à la survie. Deux notions physiologiques bien différentes se dégagent, le stress aigu et le stress chronique. Dans le premier tiers du XXe siècle, c'est Hans Selye, endocrinologue, qui a été le premier à conduire des travaux sur le stress. Il a défini le stress comme un syndrome général d'adaptation et en a déterminé 3 phases successives. Tout d'abord, on a la phase 1 en jaune, la première phase sur la gauche. Donc là, des moyens de défense sont mobilisés pour réagir rapidement à l'agent stresseur. Donc le stress cause l'apparition de réactions physiques et psychologiques qui sont caractéristiques et qui passent par les influx du système nerveux orthosympathique et les sécrétions hormonales. L'organisme se met en mode fuir ou combattre.
Ensuite, on a la phase 2, la phase de résistance. Donc, quand l'agent stresseur persiste, la défense est maintenue et les réserves d'énergie nécessaires sont reconstituées. Les premiers signes physiques de la réaction d'alarme disparaissent. Le corps s'adapte et la résistance s'élève au-dessus de la normale. Les différentes sécrétions hormonales permettent à l'organisme de résister pour s'adapter à la situation. L'ensemble de l'accélération métabolique nécessaire au maintien de l'organisme en état d'hyperactivation engendre une augmentation des déchets métaboliques dont seulement 15% pourront être évacués par les émonctoires. Ce qui veut dire qu'en entrant dans cette deuxième phase, le stress devient déjà délétère. Enfin, la dernière phase qui est celle de l'épuisement. Quand l'exposition au stresseur se poursuit trop longtemps, les défenses s'effondrent. La personne n'est plus capable de répondre adéquatement à la situation stressante et des symptômes caractéristiques apparaissent comme fatigue permanente, colère, irritabilité, agressivité, difficulté de concentration, etc. Il paraît évident que lorsqu'on est en stress aigu, on est en phase 1, c'est-à-dire en phase d'alarme. Lorsqu'on passe en stress chronique, on dépasse la phase 2 ainsi que la phase 3. Il a très vite été admis que la réaction de stress pouvait être engendrée par un stimulus d'ordre émotionnel. Ainsi, tout organisme est continuellement confronté à des événements menaçants, contrariants, qui déclenchent des émotions et qui nous obligent à modifier nos plans de vie et à opter pour de nouvelles stratégies. Les agents stresseurs sont partout, tout le temps, et s'ils sont intenses et durables, les réponses physiologiques peuvent être très coûteuses physiquement, mentalement, mais aussi émotionnellement. Les travaux d'Anselli, même s'ils ont clairement débroussaillé la notion de stress il y a presque 100 ans, ont été complétés depuis par des notions qui n'avaient pas été prises en compte alors. Il s'agit de la nature de l'agent stresseur et particulièrement de la subjectivité de l'appréhension de cet agent stresseur. Les travaux d'Anselli ne faisaient aucunement mention de cette notion de subjectivité de l'appréhension de l'agent stresseur. Selon ces travaux donc, nous devrions tous avoir la même réaction physiologique face à un agent stresseur donné. Pourtant, ça n'est pas le cas. En effet, nous ne sommes pas tous égaux devant un événement externe, ce qui signifie qu'il y a une notion de subjectivité. Ce qui est déterminant, c'est l'appréhension et la reconnaissance d'un événement externe comme stresseur ou non. Si l'élément est reconnu comme stresseur par notre organisme, nous aurons bien tous la même cascade de conséquences biologiques dues au phénomène d'adaptation. Si l'élément n'est pas reconnu comme stresseur, la cascade d'événements n'aura pas lieu. Donc même s'il existe tout un tas d'événements qui sont reconnus comme stresseurs de façon universelle parce qu'ils mettent en jeu la survie immédiate, il existe également tout un tas d'autres éléments qui font intervenir la subjectivité et qui ne seront pas considérés comme stresseurs pour tout le monde. Et là, on entre dans toute la dimension de la naturopathie et d'un de ses principes qui est l'individualisation. Au-delà de la capacité de chacun de gérer son stress avec les outils qu'il possède et qu'il maîtrise, nous ne sommes pas tous égaux devant un événement externe stresseur donné. Les paramètres qui entrent en ligne de compte pour la subjectivité d'appréhension de l'agent stresseur sont le contexte personnel, c'est-à-dire le contexte de vie actuel de la personne. Par exemple, je vis dans un contexte de tension, etc. L'historique personnel, des antécédents concernant des événements similaires qui font qu'on est désormais plus vulnérable à ce type d'événement. Je vous donne un exemple qui me concerne directement. J'ai eu 3 accidents de la route en 2 roues quand j'étais jeune. Maintenant, j'ai tendance à avoir une suée et le cœur qui bat la chamade au moindre coup de frein un peu brutal et j'ai peur en voiture. Mon historique personnel me rend plus vulnérable à ce type d'événement stresseur car mon organisme l'a gardé en mémoire. On a ensuite le contexte sociétal. Un événement peut être considéré comme stresseur ou non en fonction même de la société dans laquelle nous évoluons.
Par exemple, je vis dans une société où, à une époque où il n'y a aucun chômage, si je perds mon emploi, cet événement n'est pas considéré comme stresseur, car je sais que je retrouverai un autre rapidement. Si je vis dans une société où il y a beaucoup de chômage, perdre mon emploi peut être un événement très stressant. Enfin, il y a évidemment dans tout ça une part de génétique comme dans toute grande fonction physiologique, avec une efficacité plus ou moins grande du système de chacun. Cette notion fait apparaître toute l'importance de l'anamnèse lors de la consultation en cabinet. En effet, cette anamnèse, elle permet de déterminer la cause, donc l'agent stresseur, mais aussi la vulnérabilité de la personne face à cet agent stresseur en fonction de tous les paramètres qu'on vient de citer. Parce qu'un autre grand principe de la naturopathie, c'est de déterminer la cause et d'agir dessus. Nous ne sommes pas psy, mais justement le fait de ne pas porter cette étiquette, ça peut encourager le consultant à se livrer plus facilement. C'est ce qu'on appelle aussi l'émonctoire verbal. Le simple fait pour le consultant de pouvoir s'exprimer librement et de se poser des questions sur sa situation peut avoir un effet de soulagement immédiat. Malgré tout, la redirection du consultant vers un psychologue peut s'avérer nécessaire et c'est aussi notre rôle de l'y diriger s'il y a besoin d'un travail plus cadré et plus approfondi. Donc voilà le processus physiologique du stress aigu. Comment ça, tu comprends rien? Mais si, tu verras qu'à la fin de la vidéo, tu vas maîtriser ce schéma à la perfection. Au niveau du cerveau, l'agent stresseur va activer plusieurs zones. L'amygdale, le locus coeruleus, l'hippocampe, le cortex préfrontal, l'hypothalamus et l'hypophyse. Pour chacune de ces structures, nous aborderons ces fonctions dans leur ensemble, mais nous ne développerons que les fonctions qui nous intéressent ici, c'est-à-dire qui entrent en jeu dans la physiologie du stress. L'amygdale doit son nom à sa forme qui rappelle celle d'une amande. Comme pour la plupart des éléments de notre cerveau, c'est une structure paire. Nous en avons donc deux. Elles sont situées tout près de l'hippocampe, dans la partie frontale du lobe temporal. L'amygdale fait partie du système limbique, c'est-à-dire le cerveau émotionnel. L'amygdale a un rôle essentiel dans la capacité à ressentir et à percevoir chez les autres certaines émotions, en particulier celle de la peur, mais aussi la détection du plaisir. Chez certains patients qui ont dû subir une intervention chirurgicale au niveau de l'encéphale, l'amygdale a pu directement être stimulée pour recueillir leurs impressions. L'expérience subjective la plus fréquemment décrite est une sensation de danger imminent et de peur. Les très rares personnes dont seule l'amygdale a été détruite, lors d'un accident vasculaire cérébral par exemple, reconnaissent toutes les expressions émotionnelles sur les visages, sauf celle de la peur. Donc l'amygdale module toutes les réactions à des événements qui ont un impact sur la survie. Un événement reconnu comme un danger imminent est donc un stimulus important pour l'amygdale, mais l'amygdale reconnaît également les stimulus qui signalent la présence de partenaires sexuels, de nourriture ou de rivaux. L'amygdale est interconnectée avec de nombreuses autres structures de l'encéphale, comme le cortex sensoriel, l'hippocampe, le thalamus sensoriel, le septum, le cortex préfrontal, l'hypothalamus, le tronc cérébral. L'amygdale nous permet de réagir presque instantanément à un danger, tellement rapidement que c'est souvent après avoir sursauté qu'on se rend compte de ce qui nous a réellement fait peur, voire même qu'on se rend compte qu'on a eu peur pour rien.